Alors, la quatrième question d'Yvan reprend une remarque due à Semir Badir et Driss Ablali. Claude Zilberberg, relative à Claude Zilberberg, rarement sémioticien, aura été à ce point écrivain. J'en ai dommage. Peut-on créditer à la face d'écrivain cette démarche infiniment changeante du sémioticien? Alors, elle pose deux questions différentes. D'abord, une remarque très agréable, se voir qualifié d'écrivain, et quand on ne l'a pas systématiquement cherché, est évidemment un compliment infiniment flatteur. Comme je l'ai dit ailleurs, c'était un point qui inquiétait Greimas. Greimas se demandait si son style, en quelque sorte, était un grand style. C'est une fois une confidence qu'il m'a fait. Il avait deux admirations, l'une pour le style de Jenslev et l'autre pour celle de Lévi-Strauss, qui sont d'ailleurs assez différents et même, à certains égards, opposés l'un à l'autre. Il y a quelque chose d'ascétique chez Jenslev qui se permet rarement de sortir du style conceptuel en usage dans l'université. Il y a peut-être 3 ou 4 expressions dans tous les prolégomènes où l'on entend un accent personnel, notamment par exemple quand Jenslev parle de système de définition à outrance. Le mot outrance en français est un terme très fort qui signifie exagérer. Donc là il y a une sorte de clin d'œil de Jenslev à ses lecteurs, comme s'il nous murmurait à l'oreille: ne croyez pas que je ne sois pas conscient de ce que je suis en train de faire et que je pousse à la limite une entreprise que certains arrêtent bien plus tôt que moi. Et par ailleurs, le style de Lévi-Strauss, qui est un style coulé, qui est une écriture qui est un peu celle du XVIIIe siècle français, une écriture limpide. Alors maintenant, évidemment, je vais braver le ridicule, je vais parler de Zilberberg après avoir parlé de ces géants de la pensée. Alors évidemment, tout ceci prête évidemment à sourire. Alors comme je viens de le dire, ça a été une agréable surprise dans cette journée d'hommage de s'entendre qualifier d'écrivain. Et encore une fois, pour montrer la continuité et la qualité existentielle de la sémiotique que je préconise, j'étais là dans l'ordre du survenir, c'est-à-dire de l'ordre du surplus, du surcroît qui vous est gracieusement donné. Alors d'abord je dirais que dans tout style doit une part objective, une part mimétique. Il faut que le style soit à l'image de ce qu'il décrit. Comme j'ai insisté, comme je mets en avant l'intensité sous les deux considérations du tempo et de la tonicité, il faut trouver un certain tonus. Donc il faut que le style soit un peu en concordance avec l'objet que l'on décrit. On ne peut pas décrire platement la tonicité et le tempo qui sont la vie même, qui sont la vivacité même. Et par exemple, j'admire beaucoup cette phrase d'Henri Michaud. Dans Michaud, je trouve beaucoup de choses qui me vont droit au cœur. J'ouvre les guillemets maintenant. Mais sans une certaine extrême concentration, il n'y a pas action directe, massive, permanente, magique de cette pensée sur celui qui l'a pensée. Écoutez bien, influence, action directe, massive, permanente, magique de cette pensée sur celui qui l'a pensée. Point. Intensité, intensité, intensité dans l'unité, voilà qui est indispensable. Je dirais, modestie gardée, que c'est ma conception du style. Il faut que le style soit quelque peu en rapport avec ce qu'il décrit. Si on a un style mortellement ennuyeux pour décrire la prosodie et le tempo, il y a là quelque chose qui ne va pas. Il y a une discordance qui m'apparaît fâcheuse. Donc c'est ce que j'essaye. Alors, j'essaye non pas d'obtenir, parce que si vous le voulez, vous le manquez. Et je constate que, justement, parfois, telle phrase a cette qualité de tension, cette qualité
mouvement, cette qualité de direction vers, de hâte, c'est-à-dire d'être pressé d'arriver vers le but. Comment les phrases aussi filent vers le but que l'on s'est donné. Alors c'est pourquoi j'ai été extrêmement sensible à cette remarque que j'avais parfois un style d'écrivain. Et je pense que, au-delà de ma petite personne, il me semble que c'est quelque chose à quoi les sémioticiens devraient être plus sensibles, car leur audience à l'extérieur en quelque sorte, et leur durée dans le temps, dépend en partie d'un certain bonheur de lire. Il faut aussi penser au bonheur du lecteur et lui apporter quelque chose, c'est-à-dire, dans mon jargon, quelques subvalences de plaisir. Sinon, évidemment, la sémiotique risque fort de n'intéresser personne. Je dirais qu'une phrase soit belle, entre guillemets, soit forte, c'est un peu la moindre des choses. Il faut donner à son lecteur quelque chose, lui apporter quelque chose en plus. Mais évidemment, si vous cherchez le style, vous tombez dans la mauvaise rhétorique, celle des calculs, celle des effets, qui sont connus. On connaît, ça fait depuis 2000 ans, même plus, 2500 ans, que tous les trucs de la rhétorique sont connus, et notamment ce qu'on appelle l'amplification. Mais l'amplification qui est au centre de la pensée du traité du sublime de Longin. Et si vous cherchez l'amplification, vous la manquez. Il faut en quelque sorte qu'elle apparaisse dans la phrase, mais d'elle-même, si l'on peut dire. Il faut qu'elle se développe d'elle-même. C'est là qu'une balance assez difficile. C'est-à-dire que celui qui écrit doit être à l'écoute d'une certaine voix, d'une petite voix, et il se met à l'écoute, et non pas à chercher en quelque sorte le grand effet. Sinon, ça ne marche pas.